Alors, la dernière fois, nous avons vu un exemple d'application, comment développer avec Angular une application, bon, on va dire très basique, mais à travers laquelle nous avons essayé en fait, d'apprendre toutes les possibilités offertes par Angular. En fait, pas toutes les possibilités, mais enfin la bonne partie des possibilités. Nous avons vu comment faire la communication entre les composants, comme quoi la communication avec input-output entre les composants, bon, ça c'est une manière que vous pouvez exploiter qui fait partie de Angular. Mais nous avons vu que quand l'arbre de composants est très grand, généralement la communication devient assez complexe. Et après, nous avons vu également, on peut faire communiquer les composants d'une manière asynchrone à travers un observable, c'est-à-dire un subject qui est fourni dans un service. Et nous avons vu avec ces techniques-là, généralement, c'est beaucoup plus simple et c'est plus, on va dire, c'est plus élégant de pouvoir faire communiquer les composants de cette manière-là. Alors, quand vous avancez un petit peu, quand vous allez créer des applications, bon, Angular, alors dans une application, il y a plusieurs modules. Et après, à un moment donné, vous aurez à gérer les données de l'application. Le fait de déclarer les données dans chaque composant, de gérer ses propres données, ou bien de partager des données à travers des services, ou bien de faire communiquer les composants à travers les inputs et les outputs. Bon, ça peut être une solution, mais quand vous avez une application relativement qui est grande, d'une manière générale, ça devient très compliqué c'est-à-dire de gérer les données de l'application. Alors c'est la raison pour laquelle, d'une manière générale, en fait, il y a on va dire un design pattern qui s'appelle Redux. Donc en principe, c'est une librairie en quelque sorte qui implémente un certain nombre de patterns et qui permet aux applications généralement JavaScript d'une manière générale de faire ce qu'on appelle le management du state de l'application. C'est-à-dire l'idée c'est quoi? C'est que comment centraliser toutes les données de l'état de l'application dans un seul objet. C'est-à-dire vous avez une application, ce qui est assez logique parce qu'en fait je vous rappelle qu'une application comme Angular ou bien React, ben, c'est des applications de type single page application. C'est-à-dire donc une fois que la page est chargée, généralement vous avez un contexte de l'application. Et généralement, les contextes de l'application, ça peut être des services. Et dans justement ces services-là, on pourra on pourra stocker toutes les données c'est-à-dire de l'application. L'idée principale, comment centraliser la gestion de l'état de l'application dans un seul objet. Et après, par la suite, chaque composant qui veut des données, il n'a qu'à faire appel à ce state, c'est-à-dire à cet état-là, on va toujours passer par le même mécanisme, c'est-à-dire subscribe, publish, donc c'est toujours le même principe. Alors sauf que donc si vous voulez, vous pouvez l'implémenter vous-même avec le dernier modèle que nous avons fait, notamment avec l'objet subject. Euh, Vous pouvez implémenter ce modèle-là, mais vous devrez savoir qu'en fait il y a des librairies, il y a des frameworks qui sont développés généralement pour faciliter généralement la gestion du state dans une application JavaScript d'une manière générale. Principalement par exemple dans les applications React généralement c'est assez connu Redux donc c'est un framework, c'est une librairie qui est utilisée pour centraliser, pour faire le management du state de l'application d'une manière relativement plus simple. Et la même chose, donc il y a une implémentation on va dire, du pattern Redux. Il y a une implémentation au niveau de Angular qui s'appelle NGRX. NGRX, c'est-à-dire, c'est en fait, en quelque sorte, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Si vous voulez, NGRX, si vous voulez, c'est Redux, si vous voulez, c'est Redux pour Angular. Donc, c'est une implémentation du pattern Redux pour Angular en utilisant bien sûr la RxJS, c'est la librairie qui est utilisée par Angular pour tout ce qui est la programmation réactive. Parce qu'il ne faut pas oublier que Redux, ça veut dire Reactive State Management.
Donc, si vous voulez, on utilise la programmation réactive pour pouvoir faire la gestion du state dans une application Angular. Donc, donc, on peut dire que d'une manière générale, je vais vous donner quelques définitions, quelques concepts de base. Mais vite après, on va essayer donc de voir comment l'utiliser à travers le même exemple d'application. Et comme ça, on fera un peu une comparaison. Donc, NGRX, donc c'est une librairie qui implémente, comme je disais, donc le pattern Redux en utilisant le mécanisme de programmation réactive qui est basé sur la librairie donc RxJS. Donc, je vous rappelle que RxJS, vous l'utilisez déjà dans Angular. À chaque fois que vous utilisez la notion des observables, ça veut dire que vous utilisez la programmation réactive. Et justement, donc, en principe, on utilise donc, c'est l'implémentation JavaScript d'un standard qui s'appelle ReactiveX. En fait, ReactiveX, c'est un standard qui définit, si vous voulez, une manière avec laquelle on peut faire la programmation réactive, reactive programming. Et justement, donc, l'implémentation de ReactiveX, si vous voulez, dans JavaScript, ça s'appelle RxJS, c'est assez connu. Donc, on peut dire que donc, le rôle de NGRX dans une application Angular, c'est de permettre à une application de centraliser l'état de l'application dans un objet unique. C'est-à-dire tous les composants de l'application, ils vont utiliser des données, mais toutes les données de l'application sont centralisées dans le même objet unique. Alors, ça va faciliter la gestion des données après. Donc, ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, tous les composants de l'application peuvent accéder facilement à l'état de l'application d'une manière réactive. Alors, à chaque fois que je parle d'une manière réactive, c'est-à-dire il y a toujours cette notion-là, subscribe publish, c'est-à-dire un composant qui s'intéresse à un état, il va essayer de faire un subscribe. Et dès que c'est-à-dire il y a une information qui est publiée, tout simplement il va la recevoir d'une manière asynchrone. Parce qu'en fait, quand on fait de la programmation réactive, on est bien dans la logique de programmation asynchrone. Donc, il s'agit bien donc de faire pour les composants, de faire ce qu'on appelle des souscriptions aux données du state en utilisant, on va voir, ce qu'on appelle des selectors. On n'est pas obligé d'utiliser les selectors, mais en tout cas, pour pouvoir, si vous voulez, parce qu'en fait, les composants n'ont pas besoin de toutes les données du state. Généralement, dans le state, on trouve pas mal de données de toute l'application. Et un composant, lui, il a besoin c'est-à-dire de souscrire un abonnement uniquement sur une partie des données du state. Et après, nous allons voir qu'on pourra utiliser ce qu'on appelle les selectors. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que les données du state vont changer, alors automatiquement, le composant va être mis à jour d'une manière réactive, c'est-à-dire en temps réel. Donc, on peut dire que le mécanisme, ou bien la librairie, ou bien le pattern NGRX, donc il propose un mécanisme relativement qui est assez puissant, cherchant à donner une alternative aux solutions classiques qui existent dans Angular. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas, on a déjà vu ça, bon, parce qu'on a déjà la réponse, si vous ne voulez pas utiliser donc, NGRX donc, dans une application Angular, tout simplement, vous avez d'autres solutions, on en a vu. Donc, on peut utiliser donc, en fait, la communication entre les composants avec input-output. Hein. Donc, ça, on a vu comment le faire. Et généralement, comme je disais, quand vous avez une hiérarchie assez complexe entre les composants, donc généralement, ça va être un peu assez lourd. Encore, d'une manière générale, vous utilisez des services. Donc, c'est-à-dire, parce qu'en fait, ça, on le sait, dans Angular, un service peut être injecté, la même instance d'un service peut être injectée dans plusieurs composants. Donc, si vous voulez, la meilleure façon aussi de partager les traitements et les données, c'est de les partager à travers un service. Alors, sauf que pour le partager dans un service, donc vous pouvez les partager soit d'une manière synchrone ou bien asynchrone. Et si vous voulez les partager d'une manière asynchrone, et bien tout simplement, vous allez utiliser cet objet-là, subject, dont on a parlé la dernière fois, dans lequel vous allez publier donc des données du state. Et comme ça, donc les composants vont faire un subscribe et après, par la suite, ils peuvent recevoir les données du state. Ça veut dire que vous pouvez faire tout ça sans avoir besoin d'utiliser donc NGRX que nous allons montrer aujourd'hui.
Alors, d'une manière générale, le fonctionnement de NGRX donc, va se faire de la manière suivante. Alors, d'une manière générale, d'abord, vous avez ce qu'on appelle le store. En fait, le store, c'est un objet, en fait, c'est un composant de NGRX donc, qui va gérer le state. Donc, c'est-à-dire le state de l'application. Donc, on va le trouver dans l'objet store. Donc, c'est-à-dire pour faire la gestion du state. Donc, on va le trouver ici. Donc, notre state, il est dans le store. C'est-à-dire toutes les données de l'application. Donc, ça, c'est le state. Donc, le store donc, c'est lui qui va se charger donc, de gérer le state de l'application. Et bien sûr, le store, forcément, donc, ça va être un service. Donc, on va voir comment il démarre. Et après, par la suite, donc, quand vous avez les données du state, alors vous avez dans le pattern, si vous voulez, dans le pattern Redux, en principe. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'un composant, alors quand il y a un événement qui se produit dans un composant, parce qu'en fait, les interactions utilisateurs, généralement, ils se font à travers des composants. Quand il y a un événement qui se produit dans un composant, et bien, tout simplement, on va émettre une action. C'est-à-dire que les composants vont émettre des actions. Alors forcément, de la même manière que nous avons utilisé la dernière fois, donc c'est un événement, on va émettre une action. Et bien sûr, pour émettre une action, nous allons utiliser le store, parce qu'en fait, le store, il dispose d'une opération qui s'appelle dispatch, qui nous permet de dispatcher une action. C'est-à-dire, on va toujours demander au store, dispatche-moi une action, c'est-à-dire, essaye c'est-à-dire de donner cette action au composant qui l'écoute, c'est-à-dire qui attend cette action. Alors, généralement, quand une action est dispatchée, ben, cette action-là, elle va être reçue par... il y a deux composants. Il y a ce qu'on appelle le composant reducer. En fait, le composant reducer, c'est un composant qui fait partie c'est-à-dire de l'application NGRX. En fait, le reducer, c'est quoi? C'est un écouteur d'événements, tout simplement. C'est-à-dire, c'est une fonction, on va voir, qui va être à l'écoute des événements qui se produisent dans le store. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement, à chaque fois qu'il y a une action qui est dispatchée par le store, le reducer va recevoir cette action. Donc, ça veut dire que l'action qui est émise par les composants, elle est reçue par le reducer. Alors, généralement, on va voir que en fait, le reducer, c'est le seul composant qui a le droit d'accéder, c'est-à-dire que c'est le seul composant qui a le droit donc de modifier, on va dire, le state de l'application. C'est-à-dire que on va voir qu'en fait le reducer c'est une fonction qui est pure et d'une manière générale, à chaque fois qu'il y a une action qui est émise, ben, le reducer il va recevoir l'action, mais également il va recevoir le state actuel, c'est-à-dire il va recevoir l'état de l'application, l'objet state, et en fonction de l'action, le reducer va retourner un nouveau state, c'est-à-dire un nouvel état de l'application. Parce que c'est normal, une action généralement, quand elle est émise, l'action va changer l'état de l'application. Alors, sauf que donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, le reducer, il reçoit le state, et après, il va faire une copie du state, parce qu'en fait, le state, en fait, le state à travers NGRX, c'est un objet qui est immutable. Immutable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. Et du coup, donc, qu'est-ce qu'il fait en fait, l'objet reducer? Il reçoit le state et il va retourner un nouvel objet state. Dans la majorité des cas, on prend les données du state, on va faire une copie du state, c'est-à-dire on va faire une copie du state actuel. Et après, on va changer les données qui doivent être changées. Et en même temps, donc voilà, donc le reducer, il va à nouveau publier un nouveau state dans le store. Donc, en fait, c'est le reducer, donc c'est lui qui va faire ce travail-là. Alors maintenant, l'action généralement est mise par le composant. Dans la majorité des cas, nous avons besoin de faire appel à des traitements côté application, c'est-à-dire nous avons besoin de faire appel à la partie backend par exemple. Alors dans ce cas-là, il faut passer par les services. Alors maintenant, la question qui va se poser, comment à partir d'un composant, je vais faire appel à un service?
Alors, ce travail-là se fait grâce à un composant qui s'appelle les effects. En fait, les effects, c'est des composants. La même chose, c'est des écouteurs d'action, c'est-à-dire que un effect également, c'est un objet qui a fait un subscribe chez le store et qui écoute les événements, les actions. Donc, ça veut dire que quand on va émettre une action à partir d'un composant, l'action, il va être reçue par le reducer, mais également, il va être reçu par l'effect. Alors, dans ce cas-là, par exemple, le reducer, quand il reçoit l'action, par exemple, supposons que vous voulez charger la liste des produits, quand vous cliquez sur le bouton, par exemple, charger tous les produits, ben, l'action charger les produits, il va être reçu par le reducer, et en même temps, il va être reçu par l'objet effect. Alors, le reducer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement recevoir l'action et après il va retourner un nouveau state. Et qu'est-ce qu'il va mettre dans le state? Il va dire par exemple comme quoi par exemple les données sont en cours de chargement. Parce que généralement quand vous cliquez sur un bouton, avant que les données arrivent, généralement on va afficher par exemple comme quoi les données sont en cours de chargement. Ben justement c'est ce qu'il va faire le reducer. Il va retourner un state qui indique comme quoi les données sont en cours de chargement par exemple. Mais en même temps, l'action, il est reçu par l'effect. Alors maintenant, l'objet effect, par exemple, l'action charger les produits, il va être reçu par l'objet effect. Et l'objet effect, généralement, c'est lui qui va faire appel au service. Donc les services de l'application, souvent, on va les injecter dans les effects. Et après, on appelle les méthodes du service qui vont vers la partie back-end. On récupère les données. Et quand on reçoit les résultats, donc, quand on reçoit les résultats dans le service, plutôt quand on reçoit les résultats dans l'objet effect, bon, à nouveau, on va émettre une nouvelle action. C'est-à-dire, si vous voulez l'effect, il y a une action qui déclenche un effect, qui va faire un traitement. Une fois que les résultats arrivent, il va déclencher également une autre action. Par exemple, l'action qui va être déclenchée, c'est pour indiquer comme quoi les données ont été chargées. Voilà les données qui ont été chargées. Alors, du moment qu'il va émettre une nouvelle action, bon, à nouveau, le reducer va recevoir cette action. C'est-à-dire, il va recevoir ce message ou bien cet événement. Et après, à nouveau, donc, le reducer, à travers cette action-là, il va récupérer la liste des produits, par exemple, qui vont être chargés à partir de la base de données. Parce qu'on va voir que c'est dans l'action qu'on va mettre les données qui ont été chargées. C'est le payload de l'action qui va permettre de contenir ces données. Et une fois que le reducer va récupérer donc cette action, il va récupérer donc les données. Et après, il va à nouveau retourner un nouveau state. Et dans le nouveau state, il va mettre les données qui ont été chargées à partir bien sûr, des services. Donc, ça, c'est l'organisation qui se fait. Alors maintenant, après, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est comment afficher les données dans le composant. Et bien, tout simplement, le composant, et bien, tout simplement, il va faire un subscribe vers le state. Donc, il fait un subscribe dès le départ. Le composant fait un subscribe vers le state. Et ça veut dire quoi? Dès que le state change, à chaque fois que le state change, il va le recevoir. Donc, généralement, qu'est-ce qui change le state? C'est le reducer. C'est le seul qui change le state, c'est l'objet reducer. Et le reducer, pour qu'il puisse effectuer un traitement, il attend des actions. À chaque fois qu'il y a un événement qui arrive de l'application, une action qui est émise, le reducer est déclenché, il récupère les paramètres de l'action, il récupère le state actuel, et après il produit un nouveau state de l'application. Automatiquement, quand le state change, le composant va le recevoir et après il va se mettre à jour. Alors après, on va voir que d'une manière générale, si vous voulez, le composant parfois n'a pas besoin de toutes les données du state. Parfois, le composant a besoin d'écouter uniquement une partie des données du state. Alors pour cela, on peut utiliser ce qu'on appelle les selectors. Donc en fait, les selectors, c'est un composant qui fait partie de NGRX et qui permet à un composant d'écouter, soi-disant, une partie du state. Alors ça peut être une variable, ça peut être un objet, ça peut être une liste, tout dépend des composants. Donc peut-être il y a des composants qui vont s'intéresser qu'à une partie du state. Alors que si vous n'utilisez pas les selectors, ça veut dire que les composants vont faire la souscription vers le state et à chaque fois que le state change,
ils reçoivent toutes les données du state. Alors ça, c'est ce que nous allons voir à travers l'exemple d'application. Alors si vous voulez, ça c'est en quelque sorte l'architecture globale de NGRX. Alors, vous avez ici quelques définitions qu'il faut connaître juste avant de commencer l'exemple d'application. Donc d'abord, nous avons dit que NGRX, donc c'est une implémentation du pattern Redux en utilisant une librairie RxJS qu'on utilise dans JavaScript pour faire la programmation réactive. Donc l'architecture de NGRX, il repose sur un ensemble de composants. Alors d'abord, il y a le store. Alors c'est quoi le store? Nous avons dit que le store, c'est un objet JavaScript qui contient le state, l'état de l'application. Et l'état de l'application lui-même, c'est un objet JavaScript qui est immutable. Le terme immutable, ça veut dire que c'est un objet qu'on ne peut pas modifier. Donc un state, c'est un objet qui contient les données, mais c'est un objet qui ne peut pas être modifié. Si vous voulez produire un nouveau state, qu'est-ce qu'on fait? On fait une copie du state vers un autre objet, c'est-à-dire on fait soit un clone, on va cloner le state vers un autre objet, on modifie l'objet, c'est-à-dire le nouveau state, et après on va publier le nouveau state. Alors on va voir cette manière de faire, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que en même temps, on pourra au niveau de l'application avoir toujours c'est-à-dire le dernier state, c'est-à-dire l'état de l'application, le state courant. Mais en même temps, avec ces techniques-là, on peut préserver l'historique des states de l'application. C'est-à-dire, si vous voulez préserver tous les états de l'application, et bien, tout simplement, on peut le faire à travers donc, ce pattern. C'est à peu près, en fait, le pattern Redux lui-même, il est basé sur d'autres design patterns. Il y a un pattern c'est un pattern stratégique qui s'appelle Event Sourcing. Justement, c'est ça la base. C'est-à-dire, l'idée principale de Event Sourcing, c'est quoi? Au lieu d'enregistrer l'état actuel de l'application, alors c'est ce qu'on fait souvent quand on utilise une base de données relationnelle dans la majorité des cas. Ce qu'on fait souvent, c'est que parfois vous faites update, insert ou delete, vous supprimez les données, vous faites des mises à jour. Mais si vous regardez dans votre base de données, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouverez que le dernier état de l'application. Mais par contre, on ne garde pas l'historique. Si par exemple, vous avez modifié un champ plusieurs fois dans les bases de données, dans les applications classiques, dans les bases de données, dans les applications que nous avons fait jusqu'à présent, tout simplement, on ne peut pas avoir l'historique des différentes modifications qui ont été faites dans l'application. Alors en fait, le pattern Event Sourcing, il est fait pour ça. L'idée principale, c'est quoi? C'est au lieu d'enregistrer l'état actuel de l'application, on va enregistrer l'historique des différentes modifications qui ont été effectuées dans l'état. Alors, du moment qu'on a l'historique des différentes modifications, on peut, à partir de l'historique, on peut restituer l'état actuel. C'est comme par exemple, c'est comme si je vous dis par exemple, vous avez par exemple dans un compte, vous avez un compte bancaire, un compte qui subit des opérations, par exemple des mouvements, des versements, des retraits sur le compte. Et votre compte, il a un solde. Alors il y a deux façons de faire. Soit vous enregistrez, à chaque fois que vous effectuez un versement, un retrait, vous changez le solde du compte sans enregistrer l'historique des opérations. Alors dans ce cas-là, vous pouvez connaître l'état actuel du compte. Vous savez voilà son solde, mais vous n'avez aucune idée sur l'historique des opérations qui ont pu ramener ce compte vers cet état. Alors ça, c'est la première solution. Alors, mais si vous utilisez, c'est-à-dire si vous utilisez soi-disant l'équivalent de Event Sourcing, vous allez dire, je ne vais pas enregistrer le solde dans le compte, mais à chaque fois qu'il y a une opération du versement, retrait, débit, crédit, etc., je vais enregistrer la liste des opérations. Et du moment que j'ai l'historique des opérations, donc je peux déterminer le solde courant. C'est-à-dire, à partir de l'historique des opérations, je peux savoir quel est l'état actuel du compte. Donc, c'est à peu près ça. L'idée principale de Event Sourcing, c'est ça. C'est de dire, en fait, au lieu d'enregistrer uniquement l'état actuel de l'application,
On peut enregistrer, si vous voulez, l'historique des différentes modifications qui ont permis de ramener l'application à cet état-là. Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est pour cela qu'en fait, dans le pattern Redux, d'une manière générale, en fait, le state, il est immutable. Immutable, c'est-à-dire on ne peut pas le changer. Vous avez un state, mais si vous voulez produire, s'il y a une modification, on produit un nouveau state, un nouveau objet state, dans lequel on met les données qui ont changé, tout simplement. Et ça permet si vous voulez, de donner plus de possibilités dans les applications. Alors ça, c'est le store. Alors ensuite, il y a les composants web. Alors en fait, les composants web, comme je disais tout à l'heure, tout composant web de l'application qui souhaite utiliser une partie de l'état, du state de l'application, doit souscrire, il va faire un subscribe, il va créer un abonnement vers le store. Donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc le composant, d'une manière générale, il fait un subscribe vers le store, et le store bien sûr contient le state. De façon à ce que à chaque fois que le state change, automatiquement, le composant va recevoir le state. Donc c'est-à-dire c'est toujours le même mécanisme que nous avons vu. Et après, donc, l'autre composant, c'est les selectors. Alors, en fait, les selectors, comme je viens de dire tout à l'heure, en principe, au lieu de faire un subscribe vers le store pour écouter, c'est-à-dire, au lieu de faire un subscribe vers le store pour pouvoir, c'est-à-dire, surveiller toutes les données du state, on peut parfois avoir besoin en fait, le composant a besoin uniquement d'une partie du state. Alors, si vous voulez surveiller une partie du state au lieu de la totalité du state, tout simplement, on va utiliser ce qu'on appelle les selectors. Donc, c'est-à-dire, en fait, dans NGRX, donc il y a deux façons de faire le subscribe, si vous voulez. Soit directement, vous utilisez le store, donc vous faites... vous allez faire un subscribe vers le store, ou bien vous passez via ce qu'on appelle des selectors. Donc, c'est deux façons de faire. C'est quoi ça? Un filtre? En réalité, c'est à peu près ça. Donc, c'est-à-dire le selector, c'est juste, voilà, c'est un composant dans lequel vous allez définir les variables ou bien les données que vous voulez surveiller. Une fois que vous le faites, à chaque fois que vous utilisez selector.select, vous demandez au store, le selector va demander au store select, et bien tout simplement quand il reçoit les données, le selector, quand il va recevoir les données, il ne va pas recevoir toutes les données du state, il va recevoir que les données, si vous voulez, qui ont été précisées dans le selector. Donc en quelque sorte, c'est une manière de filtrer les données, comme tu viens de le dire, c'est une manière de filtrer les données qui doivent être poussées par le store vers le composant. Donc c'est à peu près ça. Donc il y a les selectors et après il y a les actions. Alors en fait les actions, ce sont des messages si vous voulez. Parce qu'en fait quand vous êtes dans un pattern ou bien dans observer d'une manière générale, quand vous êtes dans un modèle publish subscribe, pub/sub, tout simplement, on va publier des messages et il y a un autre composant qui va recevoir ce message. Donc, on est toujours dans le même mécanisme de publier un message et un autre composant qui va faire un subscribe pour le recevoir. Alors, dans ce cas-là, dans NGRX, en fait, les messages, les événements qui sont produits par l'application, à chaque fois qu'il y a un événement qui est produit par l'application, il faut dispatcher ce qu'on appelle une action. Donc les actions, c'est quoi? Ce sont les événements qui sont émis par l'application, soit au niveau des composants. Par exemple, quand je clique sur un bouton, je vais dispatcher une action. Suite, bien sûr, aux interactions IHM. Ou bien, parce qu'on a vu que l'action, il peut survenir au niveau du composant, mais il peut survenir au niveau de l'objet effect, c'est-à-dire à partir des services. C'est-à-dire, supposons vous avez un service qui est en train d'envoyer une requête vers la partie backend et après l'attend, soit qu'il y a erreur, soit qu'il y a des données qui arrivent. Et dès qu'il y a les données qui arrivent, la même chose,
ben, tout simplement, au lieu de retourner un résultat comme on le faisait avant, parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est à partir du composant, on fait appel directement au service. Donc, ça veut dire que dès que les données arrivent, ils sont poussés directement vers le composant. Alors, cette fois-ci, avec le pattern Redux, avec NGRX, donc quand il y a les données qui arrivent au service, et bien tout simplement avec les données, on va les mettre dans des actions, c'est-à-dire à partir du service, on va encore émettre une action qui va être dispatchée, qui encore va être reçue par le reducer et qui va permettre de changer, de prendre les données de l'action et de les mettre dans le state, ce qui va permettre de produire un nouveau state. Et dès que le state change, automatiquement le composant reçoit l'état du state. Bon, c'est à peu près ça. Donc, en fait, une action, c'est-à-dire c'est des événements. Une action, c'est un objet JavaScript qui est défini par deux attributs. Alors, il est défini par le type de l'événement, qui représente le type de l'événement, souvent qui est de type string. C'est pas souvent, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire le type, c'est de type string, sauf qu'au lieu d'utiliser un simple string, on utilise souvent un énumérateur. C'est exactement ce qu'on a fait la dernière fois, si vous vous rappelez. Dans l'exemple que nous avons créé en fait une classe que nous avons appelée Action Event. Bon, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire une action, c'est un objet qui possède deux attributs. Il y a le type de l'action qui représente, par exemple, le type, ça peut être charger les produits, ou bien, par exemple, supprimer un produit, ou bien je ne sais pas quoi. Donc, c'est-à-dire le type de l'événement, de l'action. Et après, le payload qui représente les paramètres, c'est un objet JavaScript qui contient les paramètres de l'action. Alors maintenant, si vous voulez supprimer un produit, dans le payload, on va mettre les informations sur le produit à supprimer. Si vous dites, je veux charger, une fois que les données ont été chargées, le payload va contenir la liste des données qui ont été chargées, etc. Donc le payload, c'est un objet JavaScript qui contient l'ensemble des données, en fait des paramètres de l'action. Alors, le cinquième composant, comme je disais, c'est les reducers. Donc, un reducer, c'est une fonction JavaScript. C'est une fonction. En réalité, en fait, le reducer, c'est une fonction qui va être appelée par le store à chaque fois qu'il y a une nouvelle action qui est dispatchée. Donc, c'est une fonction qui est pure. Alors, vous savez donc la notion de pur ou bien immutable. Enfin, vous avez un state qui est immutable. Et quand on parle d'une fonction qui est pure, une fonction pure, c'est une fonction, quand je lui donne les mêmes entrées, il me produit la même sortie. Une fonction pure, c'est à peu près ça. C'est ça la définition d'une fonction pure. Une fonction pure, c'est une fonction qui reçoit des entrées. Et pour des entrées, c'est avec les mêmes entrées qu'on lui donne, il produit la même sortie. Donc ça, c'est l'idée c'est la définition d'une fonction pure. Donc, il représente, donc, c'est-à-dire si vous voulez, parce qu'en fait, dans notre cas, la sortie, c'est quoi? C'est le state. Et les entrées, c'est quoi? C'est l'action, l'événement. Donc, si je reçois une action avec des paramètres particuliers, ici, en fait, donc l'entrée pour le reducer, il y a deux entrées. Il y a l'action et le state actuel. Donc, si je lui donne une action X avec le state actuel, et bien tout simplement, il produit en sortie un nouveau state. C'est à peu près ça, le reducer. Donc le reducer, il écoute. Donc dès qu'il y a un événement, une action qui est dispatchée dans l'application, automatiquement le reducer, il va recevoir deux paramètres. Il y a l'action et il reçoit également le state. Bien sûr, c'est le store qui va lui transmettre le state actuel. Le state. Et donc le reducer, c'est une fonction, il reçoit l'action. En fonction de l'action, il va produire en sortie le nouveau state. Alors, sauf que bien sûr, le state que vous avez là, c'est pas le même objet, parce que nous avons dit que le state, il est immutable. Immutable, c'est-à-dire on peut pas le modifier, c'est pas un objet qu'on peut modifier.
Si vous voulez produire le même state, supposons il y a une action parfois qui est produite et vous voulez donner le même state, vous ne voulez pas changer quelque chose dans le state, ben, tout simplement on fait une copie, c'est-à-dire on prend le state en entrée, on va le copier dans un autre objet, c'est-à-dire il s'agit d'un clone, c'est-à-dire on va le cloner pour produire un nouveau state. Donc ça c'est l'une des caractéristiques c'est-à-dire du pattern Redux d'une manière générale. Donc, si vous voulez, comme je disais, donc les reducers représentent des écouteurs d'événements. Et qu'est-ce qu'ils écoutent? Ils écoutent les actions. Donc, j'attends la réception des actions. Donc, ils reçoivent en entrée le state actuel et une action. Donc, il y a le state et l'action. Et qu'est-ce qu'ils retournent à la sortie? Ils vont retourner un nouveau state. Et bien sûr, le nouveau state qui va être retourné, il va être encore publié automatiquement dans le store. Du moment que le nouveau state va être publié dans le store, donc automatiquement, tous les composants qui ont fait un subscribe vers le store, ils vont recevoir ce state-là, c'est-à-dire, et après, par la suite, il va être affiché. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, comme je disais, le reducer retourne un nouveau state du store en permettant à l'application de passer d'un état courant vers un nouvel état, c'est-à-dire le state, à chaque fois qu'il y a une action, il y a l'état de l'application qui change, il passe de l'état courant vers un nouvel état. Donc les reducers doivent préserver l'immutabilité du state, c'est-à-dire que les reducers n'ont pas le droit de modifier les données du state à l'objet state, mais ils doivent tout simplement produire une nouvelle instance du state, si vous voulez, une nouvelle copie du state dans laquelle il peut mettre des nouvelles données, il peut modifier les données, mais l'objet lui-même, state, il est immutable. On peut pas le reducer doit préserver donc, si vous voulez, cette immutabilité. Donc, cette manière, le fait que le state soit immutable, comme je disais tout à l'heure, il ouvre la possibilité dans l'application de préserver, de conserver l'historique des différents changements dans l'état de l'application. Alors ça c'est très utile. Donc si vous voulez, donc si vous travaillez avec ce pattern là, d'une manière générale, c'est le pattern event sourcing qui est derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous permet la possibilité d'enregistrer toutes les modifications qui ont été effectuées au niveau de l'application. Je ne vais pas enregistrer uniquement l'état final de l'application, mais je peux préserver on va dire tout l'historique des différentes modifications du state qui a ramené l'application vers l'état actuel. Donc c'est à peu près ça. Donc ça c'est les reducers et après il y a les effects. Donc comme je disais, les effects, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Les effects c'est quoi? Un effect c'est un observateur, c'est un observeur d'un certain nombre d'actions particulières. C'est-à-dire que la même chose, l'effect, il fait un subscribe vers le store automatiquement, il attend des actions. Mais quelles sont les actions qui l'intéressent? Généralement, il s'intéresse aux actions qui vont demander à l'application d'aller faire appel à des services. Donc, à chaque fois que nous avons une action qui va provoquer, par exemple, l'exécution d'une opération dans un service, il va tout simplement, l'effect, il va recevoir cette action et après, par la suite, il va faire appel au service d'une manière générale. Et après, le service, forcément, il va communiquer avec la partie back-end de l'application. La partie back-end va retourner des données. Une fois qu'elle reçoit les données, ces données vont être stockées dans un objet, dans une nouvelle action. Et cette nouvelle action va être à nouveau dispatchée. Et quand elle est dispatchée par le store, dans le store, ben, automatiquement, le reducer va recevoir à nouveau cette action. C'est-à-dire que quand il y a une action qui est dispatchée, il va être reçu par le reducer. Et le reducer, bien sûr, il prend l'action, il prend le payload de l'action, il va produire un nouvel état, et l'état automatiquement finit par arriver vers le composant. Donc c'est ça, si vous voulez, donc l'effect, il appelle le service, il attend le résultat. Donc généralement, quel genre d'événement que le service attend? Il y a deux types de résultats, soit success ou bien error. Alors, quand vous avez des données correctes, quand vous recevez des données, c'est-à-dire quand vous envoyez une requête HTTP par exemple,
vous attendez la réponse, donc soit que vous avez success ou bien erreur. Alors si vous avez success, donc les données, on va les mettre dans l'action. S'il y a une erreur, on va également émettre une action. Dans le payload, on va mettre comme quoi il s'agit voilà, d'une erreur. Ben, il dit que donc ce message, cette action qui contient le message d'erreur, il arrive vers le store, il va être dispatché vers le composant, et le composant va afficher comme quoi il y a une erreur qui s'est produite. Donc c'est à peu près ça. Alors, enfin, en fait, le dernier composant qui fait partie du pattern NGRX. Donc, dans NGRX, donc, vous avez en fait ce qu'on appelle les entities. Alors, dans le state, vous allez voir souvent, par exemple, on a besoin de déclarer une liste de produits. Donc, vous avez une liste. Dans le state, vous déclarez une liste, par exemple, de produits. C'est des objets, une liste d'objets produits. Bon, un produit, c'est une entité. D'accord? Et après, à un moment donné, le reducer, supposons dans votre interface du composant, vous avez la liste des produits. C'est ce que nous allons faire. Et à un moment donné, vous cliquez sur un lien pour supprimer un produit. Donc, vous avez un produit 1. Vous cliquez sur un lien pour le supprimer. Alors, pour supprimer le produit, qu'est-ce qui va se passer? C'est que déjà, la liste des produits qui sont affichés, c'est cette liste qui est à ce niveau-là. Alors, quand je clique sur le lien, le composant va émettre une action. L'action, il y a delete product. L'action, il va être reçu par l'effect. L'effect, il va appeler le service. Le service va faire appel à la partie backend. La partie backend va retourner, par exemple, comme quoi le produit a été supprimé avec succès. Et donc, l'effect, il va émettre un événement, une action de type success, comme quoi la suppression a été supprimée. Du moment qu'il va émettre cette action-là, le reducer, je perds plus, je sais pas ce que je dis. Donc, le reducer, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va récupérer cette action comme quoi le produit a été supprimé. Donc, vous voyez, donc, le produit a été supprimé le backend. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est que le produit qui est supprimé, on va le supprimer de cette liste. Alors, comme ça, si je le supprime de cette liste, automatiquement, il disparaît du composant. Donc, si vous voulez le supprimer, alors, il y a deux façons de faire. Soit que vous faites ici dans le reducer, vous cherchez dans la liste l'objet, vous le supprimez vous-même. Vous pouvez le supprimer. Pour ça, c'est pas compliqué. C'est quelques lignes de code, vous pouvez le supprimer ici. Ou bien tout simplement, vous pouvez utiliser Head Entities. Head Entities, si vous voulez, c'est un module de NGRX qui va permettre de gérer les entités. C'est-à-dire quoi? Supposons les entités de votre state, donc les objets, les données qui se trouvent dans le state. Vous voulez par exemple ajouter ou éditer, supprimer ou vous voulez faire des opérations sur les données du state, sur les entités. Et bien tout simplement, c'est plus simple avec Entities parce qu'il vous offre un objet qui s'appelle Entity Factory. C'est à peu près, si vous voulez, Entity Manager de GPA. Si vous vous rappelez Entity Manager de GPA, c'est lui qui gère les entités. Il vous permet d'ajouter, de supprimer, de faire quoi? Ben, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, Entity Factory, qu'est-ce qu'il permet? À partir de Reducer, je peux facilement voilà, rechercher, je peux supprimer ou là des choses si vous voulez gérer les données en local, ici, en local, on utilise ce qu'on appelle le module Entities. Donc voilà, donc il permet d'ajouter, rechercher, mettre à jour, supprimer les entités du state de l'application en utilisant Entity Factory. Bon voilà, alors je crois que j'ai à peu près dit tout ce qu'il faut pour concernant donc cette librairie ou bien ce pattern NGRX. Alors maintenant, avant de passer à la partie application, on va essayer donc de voir un récapitulatif. Je crois que j'ai fait un diagramme de séquence. J'espère qu'il va expliquer un peu mieux les choses. En fait, donc si vous voulez, le fonctionnement en résumé, c'est ça. Alors vous avez d'abord, quand vous démarrez votre application, il y a d'abord un store qui est démarré sous forme d'un service. Alors c'est un module que vous allez importer dans Angular. Donc le store, une fois c'est un composant. Et bien sûr, le store, lui, il va gérer le state.
mais implicitement, en fait, le store, il va gérer un observable de state et également un observable des actions. Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que dans le store, on peut publier des actions, on peut dispatcher des actions vers d'autres composants, mais également on peut dispatcher le state. Donc quand on veut dispatcher, si vous voulez, le state vers un autre composant par exemple. Donc vous avez le store, vous avez le reducer, et vous avez en fait le reducer au démarrage, si vous voulez. Bon, reducer c'est une fonction pure. Bon, c'est un écouteur d'événements. C'est comme si vous dites le reducer, il fait un subscribe vers l'observable des actions, c'est-à-dire il écoute. À chaque fois qu'il y a une action, le reducer est déclenché. Donc chaque événement qui se produit dans l'application, le reducer il est déclenché, il va traiter l'événement. Il y a également l'effect, la même chose. L'effect, lui, il va, la même chose, écouter un certain nombre d'actions. En fait, généralement, l'effect ne va pas traiter toutes les actions. L'effect, il va s'intéresser uniquement aux actions qui consistent à effectuer des traitements sur des services. C'est-à-dire, parfois, si on a besoin de faire appel à la partie back-end, donc les actions souvent qui ont besoin de faire appel à la partie back-end, c'est des actions qui vont être traitées au niveau des effects. Donc justement, vous avez les services de l'application, et après vous avez également la partie back-end de l'application, et après vous avez les composants. Donc c'est à peu près, on va dire, c'est les différents composants qui sont mis en jeu dans cette architecture. Alors, comment ça se passe? Vous avez par exemple un utilisateur au niveau des IHM, il va cliquer sur un bouton sur le composant. Alors quand il y a un événement qui se produit dans le composant, on va dispatcher une action. Généralement, pour dispatcher une action, on fait appel au store. Donc le store, il dispose d'une méthode qui s'appelle dispatch. Alors on va produire l'action. L'action, c'est un événement, comme je disais, qui contient deux informations, le type de l'action et le payload. Et le payload, on a les paramètres de l'action. Donc, dès qu'il y a une action qui est dispatchée, automatiquement, il va être envoyé vers le reducer et en même temps, il va être envoyé vers l'effect. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y a une action qui est dispatchée, le reducer va recevoir, c'est une fonction qui va s'exécuter, il va recevoir deux paramètres. Il va recevoir l'action qui est émise, avec ses paramètres bien sûr, et il reçoit également de la part du store, il reçoit le state actuel. Il lui dit voilà la référence vers le state. Et du coup, donc, qu'est-ce qu'il va faire le reducer? Il va traiter donc l'action, il va regarder l'action en fonction de l'action, il va produire un nouveau state. Donc, quand il va retourner un nouveau state, ce nouveau state va être dispatché automatiquement dans le store. Donc, c'est-à-dire que le state va être publié dans le store. Et quand le state est publié dans le store, dans cet observable, donc ça veut dire que automatiquement, si le composant a déjà fait un subscribe vers le store, store, il reçoit le state. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui se passe par exemple? Quand je clique sur le bouton charger la liste des produits, qu'est-ce qui se passe? L'action elle est envoyée vers le reducer, il est en même temps envoyé vers l'effect, c'est-à-dire les deux vont recevoir l'événement. Et qu'est-ce qu'il va faire le reducer? Il va tout simplement produire un state dans lequel il va mettre par exemple l'état des données, il va dire par exemple en cours de chargement. Donc il va retourner par exemple un état comme quoi, c'est-à-dire les produits sont en cours de chargement. Donc, quand le composant va recevoir le state, il va afficher un message, par exemple, loading, comme ça. Donc, quand je clique, je vois un message loading, c'est-à-dire que les données sont en cours de chargement. Mais en même temps, l'action, elle est reçue par l'effect. Et qu'est-ce qu'il va faire l'effect? Il va faire appel ici, donc, j'affiche généralement, comme je disais, le state status, c'est-à-dire loading ou là, je ne sais pas quoi. S'il y a erreur, tout dépend de l'action. Et en même temps, vous avez l'effect, lui, il va faire son travail. Et c'est quoi le travail de l'effect? Il fait appel au service. Donc, il va faire appel à une méthode dans la couche service. Et la couche service, plutôt le service lui-même, il va envoyer une requête HTTP, souvent, ça c'est du REST.
vers la partie backend. Bon, la partie backend va retourner des résultats. Bon, je suppose que ça, c'est des données en format JSON qui arrivent. Le service va retourner les données, donc la liste des produits par exemple, vers l'effect. Et maintenant, du moment que en fait, soit qu'il y a les données, soit error. Tout dépend. Donc, quand je reçois les données, je dois produire une action. Et si je reçois une erreur, je produis une autre action. Alors, si je reçois les données, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'effect, il va retourner, il va dispatcher une action, une nouvelle action. Alors, cette action qui est dispatchée pour indiquer comme quoi, par exemple, les données ont été chargées. Et comme l'action elle est dispatchée, automatiquement encore le reducer va recevoir cette action-là. Parce que là, c'est un événement qui est produit, c'est-à-dire l'action elle est dispatchée vers le store. Le store encore, il va notifier encore le reducer. Il va encore lui donner, voilà l'action. Ça, c'est l'action, c'est cette action-là. Pour ça, si vous voulez, ça, c'est l'action 2. Et en même temps, il va encore donner, voilà le state actuel. Et qu'est-ce qu'il va faire le reducer? Du moment que vous avez l'action, il va prendre tout simplement les données de l'action, par exemple, qui contient la liste des produits. Il va les mettre dans le state, le nouveau state. Et après, il va retourner le state. Ouais, donc, le nouveau state, maintenant, il contient la liste des produits qui ont été chargés à partir de la partie backend. Et donc, ça veut dire que le nouveau state est publié dans le store, ce qui fait automatiquement, le composant va recevoir le nouveau state. Et dès qu'il reçoit le nouveau state, du moment que cette fois-ci, c'est une action de type success, si c'est une action de type success, ça veut dire automatiquement, ben, on va afficher la liste des produits, des données qui sont là, qui arrivent. Et si par contre, si c'est une erreur, la même chose ici, on va afficher comme quoi il y a une erreur qui s'est produite, etc. Donc, voilà. Alors, si vous voulez, je pense que ça résume un petit peu, en fait, les possibilités qui sont offertes par le pattern Redux d'une manière générale. Et particulièrement, c'est NGRX qui est une implémentation de Redux pour les applications Angular.